manipulation de l'opinion publique. Alors voilà. Merci. Alors, la parole est à vous. Vous avez été très sage et très à l'écoute. C'est quand même pas mal de notions à digérer. Alors, ne vous gênez pas. Vous avez des questions, des commentaires. Oui, monsieur, allez-y. Moi, je trouve que nos élus, le gouvernement, le ministre... Pardon? Peut-être vous levez pour vous entendre. Ah, OK. S'il vous plaît. Nos élus, ils se battent la gueule, on peut se le dire comme ça, que depuis 2 ou 3 ans, ils allaient sortir un nouveau règlement sur les mines qui allait être un avancé épouvantable. Ce que je vois aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Moi, ça me met dans tous mes états. C'est sûr, on avait eu des nouvelles avant, mais je ne sais pas qui siège sur quoi, et ils font quoi? Est-ce qu'ils lisent comme vous? Est-ce qu'ils vous consultent? Tu sais, il y a un paquet de non-dits là-dedans. Ça prend des juristes comme vous là, pour débattre ça. Là. Fait que, moi, je ne sais pas, on s'en va. J'ai de la misère à comprendre. Oui, bien, écoutez, dans une société démocratique, il y a toujours des intérêts contradictoires qui s'affrontent. Et actuellement, on fait face à une petite clique de spéculateurs parce que, dans le fond, ce que ces compagnies-là veulent, ils veulent valoriser leurs actions. Imaginez-vous là, que s'ils font une découverte, prenez l'exemple, pour comprendre ça, là, prenez l'exemple d'Anticosti. Le gouvernement dit, on n'ira pas en production. Mais pourquoi les compagnies qui savent ça veulent-elles aller en exploration pour faire les 3 forages? Parce que, effectivement, s'ils trouvaient des hydrocarbures en quantité importante, bien là, les actions de ces compagnies-là augmenteraient de façon importante. Alors, ces compagnies-là, les compagnies comme TransCanada, qui actuellement veut passer son gros tuyau, bien, ils font un lobbying très, très important et ils ont engagé des ex-politiciens prestigieux, Lucien Bouchard, l'ancien monsieur d'Hydro-Québec, là, pendant le verglas. Alors, ils ont engagé des gens comme ça qui effectivement, ont peut-être davantage l'oreille de nos politiciens que l'oreille des citoyens. Le problème est là. Alors donc, il va falloir que les citoyens se fassent entendre de plus en plus auprès de leurs députés, peu importe les partis, pour leur dire on n'en veut pas de ça. C'est un combat politique au sens noble du terme, je ne parle pas partisan, mais au sens où la population doit se faire entendre, doit dire à ses élus on n'en veut pas de ce plan de développement-là. Parce que le problème, là, c'est qu'on nous embarque là-dedans sans qu'il y ait eu véritablement un véritable débat public. En 1963, quand il y a eu les élections, quand René Lévesque, au début des années 60, a décidé de l'électrification du Québec, la nationalisation de l'électricité, bien, il a fait le tour de la province, il a organisé plein de débats publics, puis en 1963, quand on a voté aux élections, on savait que si on votait pour les libéraux, on votait pour la nationalisation, puis qu'on s'engageait dans le développement hydroélectrique pour le Québec. Là, on est en train de nous engager dans les hydrocarbures et il n'y a pas un véritable débat public. Alors, il faut le forcer, ce débat-là. Oui, madame, allez-y. Merci beaucoup, M. Langelier. Je vois que vous avez fait toute une étude pour me présenter ça, puis je trouve ça un peu triste de voir le peu de monde ce matin dans notre auditorium. Moi, je proposerais qu'on ait un journaliste fidèle qui puisse aussi agir dans ces dossiers-là, parce que nos journalistes sont là aussi pour mettre les choses au clair, que la population sache. Évitons qu'il y ait des bâillons, parce qu'on sait qu'il y a des sous qui peuvent se promener dans des enveloppes, et c'est très payant pour certains journalistes, mais les bâillons, à un moment donné, il faut être capable de dire non. Je ne sais pas jusqu'où vous pouvez aller au niveau de la Chambre des notaires pour agir. Je ne sais pas jusqu'où vous pouvez aller, mais moi, je proposerais que vous puissiez agir auprès de la Chambre des notaires aussi pour les informer de ce qui s'en vient, pour qu'ils soient allumés aussi au niveau de cette loi-là pour la défendre, dans le fond, que ce soit vraiment pas adopté, ce projet de loi-là. Qui me seconderait dans cette démarche auprès de M.
qu'il puisse aller plus loin dans ses démarches aussi avec l'aide de nos journalistes. Quelqu'un qui voudrait seconder? Oui, allô? Moi, c'est Cécile Dupont. Joanne, alors, c'est bon. Est-ce que le reste de la salle sont contents de l'intervention? Oui, mais ça relève quand même des disponibilités de M. Langelier, parce qu'on n'est pas une assemblée ici qui décide, on est fait pour proposer. Je vous appuie dans ce sens-là. D'accord. On n'aurait pas de négocier la Sociologique, c'est que si on ne se lève pas avec des propositions, puis le traitement secondaire, on s'est réunis pour rien ici ce matin, il faut quand même bouger. D'accord. Parce qu'on pourrait être 500 dans cette salle ce matin. Oui, Je trouve ça désolant. Mais M. Langelier, je vois qu'il a fait toute une étude pour pouvoir nous présenter ça d'aplomb. Moi, je suis habituée aussi aux affaires, puis en tout cas, je n'accepte pas les roulades. Ce dont je l'ai déjà laissé passer parce que j'étais ignorante, et maintenant je parle. C'est parfait, madame. Bravo. Bravo, continuez. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, que Fait vous dites, que, si on notre est journaliste peut être fidèle aussi à sa tâche, je lui dirai bravo. Ah, merci. C'est moi, journaliste. Ben, en tout cas, celui qui est là pour nous. Alors, merci madame pour votre intervention. On n'est peut-être pas très nombreuses et nombreux, mais il faut dire qu'il y a de la qualité dans la salle et c'est important de le souligner. Alors, il y a une main levée. Oui, madame. Question Parlez fort. personnelle concernant la période pour la réhabilitation du puits. Est-ce que c'est la même que celle pour la loi d'accès à l'information? Parce que on voit que le puits peut être fermé 8 ans plus tard, mais est-ce qu'il doit être réhabilité après ou il peut être réhabilité avant? Parce que si c'est sur une terre agricole, l'agriculteur, lui, il est vraiment lésé pendant longtemps. Là. Je prends peut-être. Vous avez d'autres questions, madame? Vous? Une question? Oui, allez-y. Moi, je me posais la question, comme citoyen, là, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Le fait de savoir qu'on a vendu le sous-sol en dessous de ma maison sans même me l'offrir à moi en premier. Dans le fond, si tu veux le vendre, Calix, ma maison est dessus, il n'y aurait pas l'obligation de nous l'offrir en premier, avant de le claimer à quelqu'un d'autre. C'est comme si je vendais votre immeuble, puis je vendais le terrain à quelqu'un d'autre. Voyons, le sacrifice, c'est pas qui ne marche pas. Fait que, je me dis, à un moment donné, là, comment ça se fait qu'ils ont le droit de vendre des choses en dessous de notre maison sans même nous l'offrir d'abord? Puis l'autre élément aussi, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais la mine qu'il y a à Val-d'Or, ils ont sorti 3,5 milliards de diamants sans donner une scène au gouvernement du Québec. Et la compagnie de dire, on n'est pas pire que les autres, c'est la loi des mines. Hey! Elle est bon quelqu'un, là, parce que sinon, ça mérite d'aller se passer la tête ses murs, tu sais, là. C'est révoltant, effectivement. Alors, les réponses? Oui, je vais commencer par la fin. Ce que vous dites est parfaitement juste. Écoutez, en matière de gaz de schiste, à l'époque, le ministre des Finances avait donné un congé fiscal aux compagnies d'exploitation de gaz pour 5 ans. Or, un puits de gaz de schiste, ça s'épuise en 3, 4, 5 ans. Donc, ça veut dire qu'on renonçait à à taxer les bénéfices qui sortaient de ces puits-là. Alors, c'est cette logique-là, perverse, je suis d'accord avec vous, qui est en pleine application avec ce projet de loi-là. L'obligation, bien écoutez, à partir de 82, on a nationalisé le sous-sol. Alors donc, c'est à partir de là, parce que historiquement, dans le Code civil, le sous-sol suivait le sol. C'était ça la règle. C'était ça. Quand vous étiez propriétaire du sol, vous étiez propriétaire du sous-sol. En 82, on a séparé ça. Donc, à ce moment-là, le sous-sol appartenait à l'État. Alors, à partir de cette nationalisation-là du sol, ça a sans doute été fait parce qu'on voulait effectivement s'assurer que les ressources naturelles qu'on sortait du sous-sol rapportent à l'État, mais on a vu que l'objectif n'a pas été atteint. L'exemple que vous donniez était un bon exemple. L'obligation de vous l'offrir avant, non, c'est pas dans la loi. C'est pas dans la loi, et donc la loi a défini autrement, et c'est le gouvernement qui a décidé par de gré à gré. Ça s'est passé en chum. Un chum, c'est un chum. Alors donc, on a donné les permis, on les a à toute fin pratique donnés. Vous souvenez-vous que M. Proulx, pétrolier, a dit que pour Anticosti, il avait fait une très, très bonne affaire quand il avait acheté les permis pour l'île. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec la Chambre des notaires? Ben oui, on les a contactés déjà.
la Chambre des notaires a fait des interventions auprès du gouvernement, mais c'est le gouvernement qui, en régime parlementaire britannique comme on l'est, c'est le gouvernement qui décide. Alors, on peut faire des représentations. Ça a été fait sur le plan juridique. Moi, je n'ai pas d'objection à contacter à nouveau la Chambre et à travailler avec eux si on peut travailler ensemble. Mais à date, on n'a pas été écoutés parce que on a exprimé la chose. Les amendements sont arrivés puis n'ont pas touché d'un poil à la question de l'expropriation. Alors, c'est un choix politique qui a été fait de favoriser les compagnies par rapport aux citoyens. C'est ça la réalité. Madame Derrière, pensez-vous? Écoutez, j'ai 2 points que je réfléchissais, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Disons que souvent, le gouvernement est arrivé à un moment donné où les municipalités refusent l'accès aux compagnies, ils se font toujours poursuivre. Hein? Puis si le gouvernement, au lieu de dire ça, avec l'accord de Paris, on n'a plus le choix, on a fait un accord, on doit descendre nos GES, bien, on va vous rembourser 17 hectares, c'est tout ce qu'on vous donne. Point à la ligne, on ferme ça. Ça serait une solution. Deuxième chose que je me posais comme question, admettons, que ce projet de loi il est voté, il est conclu et tout, est-ce qu'on pourrait avoir un recours collectif contre le gouvernement et ses compagnies? Est-ce que les municipalités et les citoyens pourraient avoir un recours collectif? Parce que c'est nous autres qui vont en subir les conséquences. C'est les 2 points. Parfait. Je prends ici une autre intervention. Moi, je veux savoir, la complaisance du gouvernement, c'est-tu toutes des tweets? Ça les paye comment? Il me semble que tu peux faire ça si ça paye, mais ça les paye où? C'est quoi, là? J'ai vraiment de misère à comprendre que tu te fais mourir, puis tu t'acceptes, puis il y a beau être chum, là, mais à un moment donné, il faut que ça paye. Ça paye qui? Bien, je vais répondre d'abord à ça. C'est que, écoutez, en fonction des divisions idéologiques qu'il y a dans notre société, pour les partis indépendantistes, l'indépendance énergétique et économique était vue comme un levier de l'indépendance politique. Et donc, ces partis-là souhaitaient effectivement qu'on s'engage là-dedans parce que les lobbyistes leur avaient dit qu'on allait tous devenir riches. Alors que Marc Durand, qui est membre de notre collectif, a montré qu'il fallait que le baril de pétrole soit à des sommets incroyables, en haut de 200 $ le baril, avant qu'on puisse faire la moindre scène avec l'exploitation d'Anticosti. Puis imaginez-vous, il faudrait construire des infrastructures, un port en eau profonde, des hôpitaux, même pas 5000 puits, ça veut dire des milliers de travailleurs qui arriveraient là-bas. Alors, c'est absolument fou, c'est complètement fou cette histoire-là, mais il y a des lobbyistes qui ont réussi à convaincre nos politiciens que ça avait du bon sens. L'autre élément du spectre idéologique, mettons chez les libéraux, pour qui c'est l'entreprise privée qui est générateur d'emplois puis qui va créer la richesse, bien eux, c'est encourageons l'industrie de toutes les manières possibles parce que c'est eux qui sont le levier de la richesse. Alors, les lobbyistes sont beau jeu dans les 2 cas, je dirais, dans le cas des nationalistes et des fédéralistes, de leur dire, écoutez, il faut y aller parce qu'on va tous devenir riches. Alors que c'est une illusion absolument incroyable. Tu sais, Aldeman, là, selon les estimés de la compagnie elle-même, il y a là de l'approvisionnement pétrolier pour à peu près 23 jours pour le Québec. Mais pour 23 jours d'approvisionnement, il y a 900 résidents dans le quartier d'Aldeman qui vont manquer d'eau potable. Il y a tout le développement de la municipalité de Gaspé qui va être compromis. Parce que quand vous laissez rentrer les pétrolières et les gazières sur un territoire, ça modifie complètement la logique interne. Regardez l'exemple le plus pétant, là, c'est le champ de Bakken dans le Dakota du Nord. Le taux de criminalité là-bas est plus élevé qu'à New York. Alors, tu sais, c'est absolument invraisemblable. Les maisons, les logements, ça devient inabordable. Les prix dans les restaurants partout manquent. Et ça profite à un petit groupe de personnes, puis la majorité de la population n'en profite pas. Alors, puis là, ben, comment planifier? Est-ce que vous achèteriez un terrain sur lequel les sociétés gazières et pétrolières sont déjà passées? Vous hésiteriez probablement. Donc, ça veut dire que
le développement est compromis. Puis les engagements des compagnies, ils valent rien. Parce que regardez Gaspé, il nous a dit non, ne vous inquiétez pas, on ne fera pas de fracturation hydraulique. Il y a 15 jours, communiqué de Petrolia, on étudie 4 moyens, stimulation chimique, thermique, fracturation. On lâche à la demande 4, on s'en retourne à 1, 2, puis on va mettre en place ces procédés-là parce qu'ils réalisent qu'il n'y en a pas assez de pétrole. 12 barils par jour, là, c'est pas un puits très, très payant. En Arabie Saoudite, il y a des puits qui rapportent 100 000 barils par jour. Sur la réhabilitation, c'était quoi? Le recours collectif. Ah, le recours collectif, ben non. La loi prévoit les responsabilités de l'État. Alors donc, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est contester la constitutionnalité de l'État, puisque l'État porte atteinte au droit de propriété, mais le droit de propriété existe dans la Charte québécoise, mais n'existe pas dans la Charte canadienne. Donc là, il y a un os sur le plan juridique, et une contestation de nature constitutionnelle, ben, ça veut dire 15 ans, c'est $1 million de frais d'avocat, puis c'est 15 ans de débat pour faire les 3 étapes, Cour supérieure, Cour d'appel, Cour suprême, puis dans 15 ans, ben, l'exploitation va être engagée. Alors, l'action qu'on peut faire, c'est maintenant. Il faut qu'elle soit faite maintenant, avant que ce projet de loi-là soit adopté, parce qu'une fois qu'il est adopté, oui, on peut en contester des aspects, on peut contester la réglementation, mais là, on s'engage dans des démarches juridiques qui vont être longues et coûteuses. Il y a l'achat du sous-lecteur. Oui, bien là, écoutez, on pourrait même les enlever sans donner aucun rien, parce que dans la loi sur le caractère collectif des ressources en eau et visant à assurer leur protection, il est prévu que pour des fins de protection de l'eau potable, le gouvernement peut prendre des décisions, retirer des permis, et le tout se fait sans indemnité. Alors, on pourrait effectivement le faire. Dans l'actuel projet de loi, c'est plutôt prévu que si le gouvernement retire un permis pour des motifs d'intérêt public, ce qui existait déjà dans l'article 304 de la loi sur les mines, ben, les compagnies en question ont droit à une indemnité. Alors, donc, l'argent qu'ils ont dépensé, plus peut-être le profit qu'ils auraient pu aller chercher, etc. Donc, il y a déjà, le gouvernement a fait son lit, il a dit, si on fait ça, on va indemniser. Alors, c'est la loi. Il y a un proverbe en droit, hein? La loi est dure, mais c'est la loi. Duralex, sedlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Alors, c'est là maintenant qu'il faut agir. Alors, peut-être deux brèves interventions, je pense que je vais plus parce que